Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire de transformation, mais pas n'importe laquelle, celle de l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle. On va essayer de comprendre comment un homme, parti de pas grand-chose, a réussi à faire plier l'un des empires les plus puissants de tous les temps. C'est vraiment la question au cœur de tout ça, non? Comment un homme, que tout le monde décrivait comme réservé, presque effacé, est devenu cette force incroyable, capable de soulever des millions de personnes et de réécrire l'histoire? C'est ce parcours absolument fou qu'on va explorer ensemble. Parce que pour comprendre le géant, il faut d'abord rencontrer l'homme. Et au début, cet homme, Manda Scandi, n'avait vraiment rien d'un mythe. On rembobine un peu. Il est né en 1869. C'était un gamin plutôt timide, très loin de l'image du leader charismatique qu'on a tous en tête. Il part à Londres pour ses études de droit, oui, mais à son retour en Inde, c'est la galère. Sa carrière d'avocat ne décolle pas du tout. À ce moment-là, franchement, rien, mais absolument rien ne laisse deviner ce qu'il va devenir. Et puis, tout bascule. C'est un voyage professionnel qui va être le point de départ de tout. En partant travailler en Afrique du Sud, Gandhi ne se doute pas une seconde qu'il se dirige tout droit vers l'instant qui va définir le reste de sa vie. Et aussi celle de son pays. L'élément déclencheur est d'une simplicité déconcertante. C'est un truc du quotidien, un billet de train, un simple bout de papier qui prouve qu'on a le droit d'être là. Gandhi voyage en première classe, il a payé sa place. Sauf que, dans l'Afrique du Sud de cette époque, la couleur de sa peau compte bien plus que son billet. Et là, c'est le choc. On le jette dehors, littéralement. Cette humiliation profonde, elle aurait pu le briser, le remplir de haine, ou le pousser à abandonner. Mais non, c'est tout le contraire qui se passe. C'est sur ce quai de gare, dans le froid et l'injustice la plus totale, que le combattant en lui s'est réveillé. Bon alors, face à une injustice pareille, on fait quoi? On répond à la violence par la violence? Gandhi, lui, choisit une voie complètement nouvelle, radicale même. Il va inventer sa propre arme. Une arme qui n'est pas faite de métal, mais d'idées. Et cette arme, elle a un nom, le satyagraha. Ça veut dire en gros la force de la vérité. Le principe est à la fois simple et incroyablement puissant. On s'oppose à une loi injuste, non pas avec ses poings, mais avec la force de sa conviction. On accepte les coups, la prison, sans se défendre. C'est une résistance qui repose sur la dignité et un courage moral immense. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie. Il va perfectionner cette méthode pendant plus de 20 ans en Afrique du Sud. Et ça marche. Il organise la communauté indienne, mène des campagnes non violentes et il obtient de vraies victoires contre les lois discriminatoires. Il n'a pas seulement testé son arme, il l'a rendue redoutable. Alors, quand il rentre en Inde en 1915, ce n'est plus l'avocat timide qui revient. C'est un leader aguerri, avec une stratégie bien en place. Le voilà donc de retour chez lui. Sauf que maintenant, le terrain de jeu est beaucoup plus grand. Il ne s'agit plus de défendre une communauté, mais de libérer une nation entière de l'emprise de l'Empire britannique. Et sa stratégie est juste brillante, parce qu'elle est accessible à tout le monde. D'abord, on refuse tous ensemble et pacifiquement d'obéir aux lois qui sont injustes. Ensuite, on frappe là où ça fait mal, au portefeuille, on boycotte toutes les marchandises qui viennent de Grande-Bretagne. Et enfin, un symbole ultra puissant, on file et on tisse soi-même ses vêtements. C'est une façon de retrouver son autonomie et sa fierté. Pour que tout le monde comprenne ce combat, Gandhi choisit un symbole parfait. Une taxe sur le sel. Pensez-y, le sel c'est un produit de base, que même les plus pauvres utilisent tous les jours. En taxant le sel, le pouvoir britannique montrait son injustice de la manière la plus concrète et la plus méprisante qui soit. La réponse, ça a été la marche du sel en 1930. Une marche de presque 400 km pour aller récolter du sel au bord de la mer et donc défier ouvertement le monopole britannique. Des millions de gens se joignent au mouvement partout dans le pays. Le monde entier regarde. L'Empire britannique, qui s'attendait à une révolte armée, est complètement déstabilisé face à ces millions de marcheurs pacifiques. C'est là qu'il commence vraiment à trembler. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, un vrai paradoxe. Les Britanniques l'emprisonnent plusieurs fois, ils pensent que ça va l'affaiblir, mais en fait, c'est tout le contraire qui se produit. Chaque arrestation le transforme un peu plus en martyr, en héros. Chaque séjour en prison renforce son autorité. Leur répression devient, malgré eux, son meilleur outil de communication. Après des décennies de lutte acharnée, le but semble enfin tout proche. L'indépendance est à portée de main. Mais la fin de cette histoire ne sera pas aussi simple et heureuse qu'on pourrait l'espérer. La pression est devenue trop forte. En plus, la Seconde Guerre mondiale a beaucoup affaibli l'Empire britannique. Le mouvement de Gandhi, lui, a gagné la bataille de l'opinion publique mondiale. L'indépendance de l'Inde n'est plus une question de si, c'est juste une question de quand. Et en 1947, ça y est, la victoire est là. L'Inde est libre.
Mais c'est une victoire au goût terriblement amer. Le pays est coupé en deux. L'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre. Cette division, qu'on appelle la partition, déclenche des violences interreligieuses d'une ampleur terrifiante. C'est un chaos total. Pour Gandhi, qui a passé sa vie à rêver d'une Inde unie et en paix, c'est un déchirement absolu. Son tout dernier combat, ce n'est plus contre les Britanniques, mais c'est pour essayer de calmer la haine entre hindous et musulmans. Il jeûne, il marche au cœur des zones de conflit, il prêche l'unité jusqu'à son dernier souffle. Mais ces appels à la paix ne plaisent pas aux extrémistes. Et le 30 janvier 1948, il est assassiné par un nationaliste hindou. L'homme qui a prôné la non-violence toute sa vie meurt de la manière la plus violente qui soit. Une fin tragique, c'est certain, mais son message, lui, est devenu immortel. Alors, on boucle la boucle. L'histoire de Gandhi nous montre qu'une seule personne, armée d'une conviction à toute épreuve et d'une méthode révolutionnaire, peut bel et bien faire trembler un empire. Et ça nous laisse avec une dernière question pour aujourd'hui. Cette force de la vérité, de la non-violence, est-ce qu'elle peut encore, dans notre monde actuel, inspirer des changements face aux injustices ? La question reste ouverte.